Le but de cette vidéo est de comprendre les étapes pour diagonaliser une matrice symétrique. Lorsqu'on parle de diagonaliser une matrice, on parle de trouver une matrice P inversible et une matrice D diagonale, telle que la matrice A peut s'écrire de la forme P fois D fois P-1. En fait, ici, ce qui est compliqué lorsqu'on veut diagonaliser, c'est de réussir à trouver des vecteurs V1, V2 et V3 qui sont linéairement indépendants. Les vecteurs V1, V2 et V3 sont les vecteurs propres et lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont les valeurs propres de la matrice A. Donc, pour qu'une matrice A soit diagonalisable, on doit absolument avoir V1, V2, V3 qui sont linéairement indépendants. Ici, la matrice qu'on a, c'est une matrice symétrique. On va voir dans cette vidéo que lorsque la matrice est symétrique, on peut faire plus et on est sûr qu'on peut la diagonaliser. Regardons un théorème d'abord. Soit A une matrice symétrique n par n, alors elle possède nécessairement n valeurs propres réelles en comptant la multiplicité. Remarquez que pour une matrice quelconque, elle peut posséder des valeurs propres complexes, mais pour une matrice symétrique, nécessairement, ces valeurs propres sont réelles. Propriété numéro 2, la multiplicité de chaque valeur propre est égale à la dimension du sous-espace propre associé. La propriété 1 et 2 ensemble nous assure que la matrice A est diagonalisable. Maintenant, on a un peu plus. Deux vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux. Cette propriété n'est pas nécessairement vraie pour n'importe quelle matrice, mais pour les matrices symétriques, oui. Et finalement, la matrice A est diagonalisable à l'aide d'une matrice orthogonale. Donc, pour bien expliquer le numéro 4, regardons à nouveau l'exemple qu'on avait tantôt. On veut diagonaliser la matrice A qui est symétrique. Donc, le théorème s'applique. Et ce qu'on veut dire par la matrice A est diagonalisable par une matrice orthogonale, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à calculer P-1, on peut tout simplement calculer la transposée de P. C'est beaucoup plus facile de calculer la transposée de P que de calculer son inverse. Maintenant, d'après le théorème, on sait que la matrice A est diagonalisable, et donc que V1, V2, V3 sont nécessairement linéairement indépendants. Mais nous, on veut une matrice P qui est orthogonale. Et on se rappelle que pour que la matrice P soit orthogonale, V1, V2, V3 vont devoir être plus que linéairement indépendants. Il va falloir qu'ils soient 2 à 2 perpendiculaires, et en plus, il va falloir qu'ils soient unitaires. Regardons comment faire avec cet exemple-ci. Première et deuxième étape, il faut trouver le polynôme caractéristique et trouver les valeurs propres. Pour le polynôme caractéristique, on veut calculer le déterminant de A moins lambda I. On va calculer le déterminant selon la première ligne. Bon, ici, je vous déconseille fortement de distribuer le lambda dans la première parenthèse et de regrouper tout ensemble. Ça serait plus difficile à factoriser. Donc ici, on peut essayer de factoriser directement chacune des parenthèses. On peut mettre lambda moins 2 en évidence. Et finalement, la dernière parenthèse, on peut la factoriser. Les valeurs propres, c'est les lambda qui font que le polynôme caractéristique est égal à 0. Donc ici, on trouve lambda 1 qui est égal à moins 4. Et puis lambda 2 et lambda 3 qui sont égales à 2. Donc en réalité, ici, la valeur propre 2 est de multiplicité 2 et la valeur propre moins 4 est de multiplicité 1. Maintenant, on doit trouver une base de R3 formée des vecteurs propres de la matrice. Mais puisqu'on veut une matrice P qui est orthogonale, il va falloir qu'on trouve une base orthonormée de R3 formée des vecteurs propres. Commençons par la valeur propre moins 4. Ici, on veut résoudre le système A moins moins 4 fois I, le tout fois V égale à 0. En réalité, on peut utiliser la méthode de Gauss et on obtient le système suivant. On fait des opérations élémentaires lignes. Donc la ligne 2 moins 1/2 fois la ligne 1, qui me donne ici 0, 3, moins 3. La ligne 3 moins 1/2 fois la ligne 1, on obtient 0, moins 3, 3. Et finalement, on va transformer la ligne 1 en divisant tous les éléments par 2. On continue à faire la réduction de Gauss. Donc la ligne 3 plus 1 fois la ligne 2. On se retrouve ici 2, 1, 1, 0, 0, 0. Ici 0. Et on va aussi faire la ligne 2 divisée par 3, qui nous donne 0, 1, moins 1. Maintenant, on veut trouver les valeurs de x, y, z. Donc ici, on imagine que notre vecteur v, c'est le vecteur x, y, z. Donc en remplaçant dans notre système, on va trouver ici le z qui est une variable libre, r. Le y va à ce moment-là être égal lui aussi à r. Et le x qu'on va trouver en remplaçant dans l'équation va être égal à moins r. Donc le v qu'on trouve, c'est le suivant, moins r, 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 qui est égal à r fois le vecteur moins 1, 1, 1. Donc le candidat qu'on va choisir comme V1,
on pourrait prendre tout simplement le vecteur moins 1, 1, 1. Sauf que on veut une base orthonormée de R3 formée des vecteurs propres. Ici, le vecteur, il va falloir qu'on divise par sa norme pour que le vecteur soit unitaire. Allons-y maintenant pour l'autre valeur propre. Et on veut encore une fois résoudre le système A-2i fois le vecteur V égale à 0. On applique la méthode de Gauss. La ligne 2 plus une fois la ligne 1. La ligne 3 plus une fois la ligne 1. Et puis la ligne 1 qu'on va multiplier par moins 1/2. Donc, comme tantôt, le vecteur V, c'est le vecteur x, y, z. Le z, c'est une variable libre. Le y, c'est aussi une variable libre différente de la première. Et à ce moment-là, le x qu'on trouve, c'est r plus s. Donc, le vecteur V qu'on trouve, c'est donc, je vous rappelle ce qu'on voudrait trouver. On voudrait trouver trois vecteurs propres qui forment une base orthonormée de R3. On a déjà trouvé V1 tantôt, qu'on avait écrit comme étant 1 sur racine de 3 fois moins 1, 1, 1. Donc ça, c'était tantôt. Et puis là, on a besoin de deux autres candidats. Ici, naturellement, on aurait envie de prendre U2 et U3. On peut vérifier que V1 est bel et bien perpendiculaire à U2 et que V1 est aussi perpendiculaire à U3. Ça ici, c'est sûr que ça va être vrai parce que dans le théorème qu'on avait vu tantôt, on nous assurait que les vecteurs propres qui proviennent de valeurs propres différentes sont orthogonaux entre eux. Malheureusement, U2 n'est pas perpendiculaire à U3. Donc, on doit être capable de créer une base orthonormée de R3 pour être capable de diagonaliser orthogonalement. Donc, il va falloir qu'on trouve une stratégie pour rendre U2 et U3 orthogonaux. Et ici, on va tout simplement utiliser la méthode de Gram-Schmidt. Donc, si on se rappelle comment fonctionne Gram-Schmidt, on construit d'abord un nouveau vecteur V2 qui va être carrément égal ici à U2, qui est notre vecteur 1, 0, 1. Maintenant, on veut construire le vecteur V3 qui, lui, va être donné par U3 moins la projection de U3 sur V2, V2 qui est le vecteur qu'on vient de construire. Donc, en faisant les calculs, on se retrouve avec En faisant les calculs, on trouve. Maintenant, le vecteur V2 est carrément égal au vecteur U2 et le vecteur V3 est une combinaison linéaire des vecteurs U3 et U2. Et en réalité, ce qu'on peut faire, juste pour simplifier les calculs, nous, on va plutôt prendre V3 comme le double de ce qu'on vient de trouver. Donc, c'est plutôt ce V3-là qu'on va prendre pour simplifier les calculs qui vont suivre. Donc, on a V2 qui est 1, 0, 1. On a V3 qui est 1, 2, moins 1. Le problème qu'on avait tantôt, c'est que le U2 et le U3 qu'on aurait voulu prendre n'étaient pas orthogonaux. Maintenant, on peut vérifier que V2 et V3 sont effectivement orthogonaux. Si on fait le produit scalaire entre 1, 0, 1 et 1, 2, moins 1, on obtient la valeur 0. Donc, le vecteur V1 qu'on avait trouvé, c'était le vecteur V2 qu'on vient de trouver et le vecteur V3. V1, V2, V3 forment une base orthogonale. Maintenant, si on veut diagonaliser orthogonalement, on doit avoir une base orthonormée. Donc, si on veut que ça fonctionne, il va falloir qu'on transforme V2 et V3, il va falloir qu'on les rende unitaires. Donc ici, on doit diviser par la norme de l'ancien V2. Même chose ici. Et maintenant, on se retrouve vraiment avec une base orthonormée. V1, V2, V3 sont 2 à 2 perpendiculaires, sont tous de norme 1. Maintenant, on est donc prêt à terminer le problème. On veut construire la matrice P, on veut construire la matrice D qui permettent de diagonaliser la matrice A. Donc, on a la matrice A qu'on peut écrire de la forme P fois D fois P transposé. Pourquoi P transposé? Je rappelle qu'au lieu d'être P-1, on peut se permettre d'écrire P transposé parce que maintenant, on a trouvé une base orthonormée de vecteurs propres. Maintenant, on va y aller valeur propre à valeur propre. Pour la première valeur propre, moins 4, on a trouvé le vecteur V1, moins 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3. Et si on l'inscrit dans la matrice transposée, on se retrouve avec ceci. Maintenant, pour la deuxième valeur propre, qui est une valeur propre double, donc pour la valeur propre lambda 2 et lambda 3, qui est égal à 2, on utilise les vecteurs V2 et V3. Donc ici, le vecteur V2, ici, dans la transposée.
Et on termine avec la dernière valeur propre, qui est la même que la précédente. On prend l'autre vecteur propre, on l'écrit comme ceci. Et en faisant les calculs, on trouverait vraiment la matrice A. Donc, on vient de réussir notre problème, c'est-à-dire on a diagonalisé orthogonalement la matrice A. Donc, en résumé, dans cette vidéo, nous avons vu le théorème des axes principaux qui stipule essentiellement qu'une matrice symétrique A peut être diagonalisable orthogonalement. Et on a vu un exemple avec étape à suivre qui nous permet de trouver la matrice P qui permet de diagonaliser orthogonalement la matrice. Merci pour votre écoute.